Bonjour et bienvenue à cette édition du journal Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Le criminologue et ancien officier des forces de sécurité actuel délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest a présenté hier à la presse locale 3 armes de marque AKM 232, munitions et 12 chargeurs abandonnés par des malfaiteurs à la suite d'une patrouille mixte. Cette saisie significative est le résultat de l'opération Zéro otage, zéro malfaiteur, une initiative conjointe menée avec détermination par les forces de sécurité de la dite province. Suivez le reportage de nos confrères de la presse locale. Un véritable arsenal de guerre, comprenant 3 fusils d'assaut AKM, 12 chargeurs, 232 munitions, a été récupéré des mains des malfaiteurs en fuite dans la zone de Bara, ont annoncé les autorités ce mercredi 7 mai 2025, lors d'une présentation à la presse. Cette saisie significative est le résultat direct de l'opération Zéro otage, zéro malfaiteur, une initiative conjointe menée avec détermination par les forces de sécurité sous l'impulsion d'Abdelmanan Khattab, criminologue et ancien officier des forces de sécurité, aujourd'hui délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Selon les déclarations du colonel Kalimi Ousmane Bedalla, commandant de la légion numéro 17, de la gendarmerie nationale, cet impressionnant lot d'armement a été découvert dans les cachettes utilisées par les criminels après leur déroute. Le délégué général du gouvernement a vivement salué l'engagement sans faille des forces de sécurité impliquées dans cette opération, réaffirmant sa détermination inébranlable à éradiquer la criminalité qui mine la région. Nous avons l'obligation de ne pas baisser la garde. Nous allons faire tout pour que ces phénomènes des enlèvements contre rançon soient éradiqués de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Je salue encore une fois de plus les collaborateurs qui sont ici. Alors qu'il célèbre ses 100 premiers jours à la tête de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Khattab voit ces stratégies qu'il a mises en œuvre porter leurs fruits. La population, longtemps éprouvée par l'insécurité, retrouve progressivement l'espoir d'une quiétude essentielle à son développement. Toujours en politique, une découverte alarmante, c'est que la mairie centrale de N'Djamena depuis hier 7 mai 2025, une dette colossale de 50 milliards de francs CFA non élucidée a été dévoilée par l'équipe du nouveau maire Senoussi Hassana Abdoulaye. Cette révélation soulève autant d'inquiétudes majeures quant à la gestion des ressources financières de la capitale tchadienne. Cela ne pourrait-il pas avoir des répercussions significatives sur les finances publiques du pays? Romnel Msengar Madine nous en dit plus. Une dette inattendue. La révélation est faite par le nouvel idylle de la ville d'N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, au cours d'une émission télévisée. Après quelques semaines de la prise de service, la nouvelle exécutive centrale d'N'Djamena a récemment découvert une dette de 50 milliards de francs CFA non enregistrée dans les comptes officiels. Cette somme considérable équivaut à environ 76 millions d'euros, ce qui représente une charge financière importante pour la municipalité. Les circonstances exactes de l'accumulation de cette dette restent floues, mais elles pourraient résulter de contrats non budgétisés, de dépenses non autorisées ou des pratiques de gestion financière déficientes résultant de successions innombrables à la tête de la mairie centrale, ce qui laisse présager la gestion opaque des caisses de l'État sans se soucier. Qui sera derrière cette mystérieuse dette? Y a-t-il des mains invisibles qui tapissent dans l'ombre, asphyxient et saignent à blanc les maigres ressources de la mairie? Cette révélation fracassante ne passera inaperçue en ce moment où les plus hautes autorités misent sur la bonne gestion des ressources financières du pays. La nécessité de rembourser cette dette pourrait entraîner des coupes budgétaires dans les services essentiels tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cette situation, qui demeure toujours superflue, pourrait affecter la crédibilité de la mairie auprès des investisseurs et partenaires financiers, rendant plus difficile l'obtention de financements futurs. À ce stade, la dénonciation
dénonciation des irrégularités ou malversations financières découvertes nécessite forcément des poursuites judiciaires contre les responsables pour garantir la sécurité économique de la mairie et celle du pays tout entier. Les autorités municipales ont exprimé leurs préoccupations et ont lancé une enquête interne pour déterminer l'origine de cette dette afin de situer les responsables. Le maire de N'Djamena, dans ses sorties médiatiques, a déclaré que son équipe et lui-même prennent cette découverte très au sérieux et s'engagent à faire toute la lumière sur cette affaire qui entrave le développement des affaires de la commune. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyens. Les citoyens et les organisations de la société civile attendent les pieds fermes le résultat de l'enquête diligentée par les responsables de la mairie. Il appelle à une transparence totale dans la gestion de cette crise. Aussi demande-t-il la publication des résultats de l'enquête et la mise en place des mécanismes de contrôle renforcés pour éviter que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent dans l'avenir. La découverte de cette dette de 50 milliards de francs CFA par la mairie centrale de N'Djamena met en évidence les défis persistants en matière de gouvernance financière au Tchad. Il est de bonne loi que des mesures correctives soient prises rapidement pour assurer une gestion transparente et responsable des finances publiques et garantir la stabilité économique de la capitale. Et puis au Tchad, l'intelligence artificielle s'impose de plus en plus et pourrait avoir un impact sur l'éducation. Pour certains jeunes, cette révolution technologique représente une opportunité d'apprentissage. Alors il reste à savoir si cette révolution pourrait-elle avoir des répercussions sur le système éducatif. Molian Evelyne nous donne la réponse dans ce reportage. Les partisans de l'intelligence artificielle dans l'éducation mettent en avant son potentiel pour individualiser l'apprentissage. Des plateformes adaptatives peuvent identifier les lacunes et les points forts de chaque élève, proposant des exercices et des contenus sur mesure. L'IA peut également automatiser des tâches respectives pour les enseignants, leur libérant du temps pour un accompagnement plus personnalisé. Des outils de correction automatique aux tuteurs virtuels, les applications de l'IA semblent infinies. Selon quelques témoignages confiés hors caméra, les élèves de seconde expliquent avec les applications d'IA, ils peuvent travailler à leur rythme et l'IA donne des explications des notions non comprises et des exercices. C'est beaucoup plus motivant qu'un cours magistral où tout le monde avance à la même vitesse, soulignent ses élèves. Cependant, l'intégration de l'IA dans l'éducation soulève des questions cruciales en matière d'équité. L'accès de ces technologies n'est pas uniforme. Les élèves issus des milieux défavorisés pourraient se retrouver exclus de cette révolution par manque d'équipement ou de connexion Internet fiable. De plus, la qualité des outils d'IA et la formation des enseignants à leur utilisation varient considérablement. Au-delà de l'accès, l'utilisation de l'IA dans l'éducation soulève des questions éthiques importantes. La collecte et l'utilisation des données des élèves, la transparence des algorithmes d'apprentissage et le développement de la pensée critique face à des informations potentiellement biaisées sont autant de défis à relever. Il est crucial de former les jeunes à devenir des utilisateurs éclairés et responsables de ces technologies. L'IA a le potentiel de transformer profondément le paysage éducatif, offrant des opportunités d'apprentissage innovantes et personnalisées. Cependant, son intégration ne doit pas se faire au détriment de l'équité et de l'inclusion. Il est impératif de mettre en place des politiques publiques fortes pour garantir un accès égalitaire à ces technologies, former les enseignants et sensibiliser les jeunes aux enjeux éthiques et pédagogiques de l'IA. La révolution de l'IA à l'école sera une chance pour tous si elle est pensée et mise en œuvre avec soin et une attention constante à la réduction des inégalités. La suite de l'actualité, l'Europe commémore aujourd'hui la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1945, nommée la Journée mondiale de souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Elle est observée par les Nations Unies le 8 mai de chaque année. Cette journée marque également le début d'un chemin vers la réconciliation et la construction européenne. Dina Nepitimbaye nous fait le point.
Cette journée du souvenir rappelle les milliers de vies brisées, jeunes, adultes, âgés, hommes, femmes, enfants, français, marocains, tunisiens, algériens, sénégalais, tchadiens, emportés par l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Ces jours rappellent que la mémoire ne se limite pas à 1, 2 ou 3 cérémonies annuelles, surtout quand ceux qui devraient l'entretenir semblent l'avoir rangé au second plan. Le 8 mai commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Dans les faits, la capitulation eut lieu en 2 temps. Elle fut immédiatement fêtée dans de nombreux pays du monde, alors même qu'elle n'était pas encore effective. En 2025, cette date revêt une importance particulière, car elle marque le 80e anniversaire de la victoire de 1945, une journée pour rendre hommage aux combattants et aux populations civiles touchées par le conflit mondial. Ce jour est désigné comme le temps du souvenir et de la réconciliation pour ceux qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de noter que différents pays peuvent avoir leurs propres jours de commémoration liés à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le Royaume-Uni observe le Remembrance Sunday le dernier dimanche de novembre pour commémorer tous les membres des forces armées britanniques et du Commonwealth décédés dans les conflits depuis la Première Guerre mondiale. Avec le 8 mai 1945, le monde se trouve immédiatement confronté à de nouveaux enjeux, ceux de ce qu'on appelle la guerre froide et ceux de la décolonisation. Quant à la guerre, elle ne s'achèvera réellement que le 2 septembre avec la capitulation du Japon. Et puis le Moscou accueille une série de délégations étrangères venues assister aux cérémonies du 9 mai, date commémorative majeure dans le calendrier politique russe à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Le Kremlin a convié plusieurs chefs d'État alliés qui ont répondu présents malgré un contexte international particulièrement tendu. Yaki Lydia nous en dit plus. Parmi les dirigeants déjà arrivés dans la capitale figurent le président chinois Xi Jinping, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président cubain Miguel Díaz-Canel et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les premiers ministres ou chefs d'État de Serbie, de Slovaquie et de Mongolie sont également attendus. Du côté de l'Afrique, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est déjà sur place en Russie. Cette liste reflète un axe diplomatique resserré autour des partenaires non occidentaux de la Russie, à l'heure où celle-ci poursuit son isolement relatif vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Le point culminant des célébrations se déroulera, comme chaque année, sur la place Rouge, où un défilé militaire d'ampleur est prévu. Il mettra en scène l'armée russe, ses unités d'élite, ses blindés, ses missiles et ses avions dans un rituel à haute valeur symbolique pour le pouvoir. Le président Vladimir Poutine doit y prononcer un discours attendu, centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en évoquant les enjeux contemporains de sécurité et de souveraineté nationale. La sécurité a été considérablement renforcée à Moscou. Ces dernières semaines, la capitale a été la cible de plusieurs attaques de drones contribuées à l'Ukraine, forçant les autorités à durcir des protocoles autour des sites sensibles, à limiter l'accès à certaines zones et à suspendre temporairement certaines activités aériennes. Le 6 mai, longtemps considéré comme un rendez-vous de consensus historique entre la Russie et l'Occident, prend désormais une dimension nettement géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a multiplié ses initiatives visant à approfondir ses partenaires avec les puissances émergentes et à se positionner comme un pôle alternatif aux institutions dominées par l'Ouest. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir et à demain.